Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être sur le Salon Stratégie Client et de vous présenter en avant-première les résultats d'une étude que nous avons réalisée avec le cabinet d'experts en relations clients JCAM Conseil. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Je te présente ou tu te présentes ? On va faire comme au théâtre, on va se présenter mutuellement. Donc Claire Morel, qui est rédactrice en chef de Relations Clients et relationsclientmag.fr. Et Stéphanie Moge-Masson, qui est directrice des rédactions d'Edicialis, qui est le groupe auquel appartient Relations Clients Magazine. Nous allons également vous présenter nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir témoigner et qui sont venus aussi pour parler avec nous des résultats de l'étude. Désolée, j'ai pas l'habitude des petites télécommandes et des PowerPoints. Donc on a Bénédicte Albessard, qui est directrice des services clients chez Canal+. Et Pierre Villeneuve, qui est directeur de la relation client de IKEA France. Un grand merci à vous de venir témoigner, réagir sur cette étude, puisque on a interviewé un très grand nombre de directeurs de la relation client. Il nous semblait intéressant d'en avoir deux d'entre eux qui viennent interagir et commenter finalement ce portrait robot du directeur de la relation client et également cette prise de pouls sur les projets et l'état d'esprit des directeurs de la relation client en France. Alors un point sur la méthodologie avant de vous présenter les résultats. Donc l'enquête a été réalisée par JCAM Conseil au travers d'entretiens quali en face à face ou par téléphone auprès de 53 directeurs de la relation client et cette étude s'est réalisée entre décembre et février dernier. On vous a affiché quelques noms d'entreprises qui font partie du panel. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Qui sont les directeurs de la relation client ? Alors, c'est la question à laquelle on a souhaité répondre au travers de différentes thématiques. 60% d'entre eux, déjà, ont comme nom de fonction directeur ou directrice ou responsable de la relation client. Les 40% restants ont des titres variés tels que responsable du marketing client, de la satisfaction client, du service consommateur, le plus beau titre étant le directeur de l'expérience client et des partenaires. Également un point sur leur expérience, plus d'un tiers a 3 ans d'expérience à ce poste et 60% ont entre 1 et 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. À noter également, 25% travaillent dans la même entreprise depuis plus de 10 ans. Et la médiane se situe autour de 3 ans. Alors selon l'étude, tous les chemins mènent à la relation client, puisque de nombreux directeurs de la relation client ont des parcours totalement divers, des parcours de formation divers. Donc on a affiché quelques exemples. Notons notamment que le parcours qui consiste à commencer comme conseiller, passer superviseur, responsable support ou formation puis responsable relation client devient de plus en plus rare. Je te remercie parce que c'est un peu compliqué. 50% donc, comme on peut le noter, ont un niveau d'études supérieur bac+5 et un tiers bac+4. Quant au niveau de salaire médian, il est aux alentours de 90 000 € bruts et 55% des directeurs relations clients gagnent entre 50 et 100 000 € par an. On va se retourner vers nos invités. Bénédicte, vous faites partie justement de ces directeurs de la relation client qui proviennent d'un autre univers que la relation client, de la finance, avant d'être passée directrice des centres externes, puis directrice des services clients de Canal+. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours justement ? Exactement. Donc, en fait, moi, j'ai une formation financière. Je suis arrivée chez Canal+ il y a 10 ans au contrôle de gestion. Ensuite, je suis devenue directrice financière d'une des business units de Canal+. Et puis, au cours d'un exercice budgétaire assez tendu, où je coupais des budgets comme tout bon directeur financier, quelqu'un m'a dit c'est bien gentil, mais comment on fait après de l'autre côté suite à des décisions comme ça ? Et je lui ai dit chiche, on peut essayer de voir. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis un peu remise en question et que je me suis dit je vais essayer de voir ce que ça donne dans l'opérationnel.
et que j'ai rejoint la direction des services clients de Canal+, donc il y a 5 ans. Donc d'abord effectivement sur le pilotage des centres externes, donc dans un environnement malgré tout très analytique, très chiffré, ce qui aide beaucoup pour un financier du coup au démarrage. Et puis où j'ai vite trouvé une complémentarité en fait avec des gens de terrain qui eux sentaient bien le terrain, avaient bien ce feeling du client, et puis moi qui apportais ce côté un peu plus analytique et un peu plus chiffre, notamment pour mettre en place des modèles de rémunération avec nos prestataires dans un modèle beaucoup plus variable, gagnant-gagnant comme on le dit. Et on a très vite trouvé l'alchimie qui a permis du coup de monter de bonnes équipes et de progresser vite. Alors Pierre, vous de votre côté, vous avez un autre parcours totalement différent. Vous êtes un pur produit d'IKEA. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment tout a démarré ? Oh, bonjour, merci. Je dirais le problème des études, c'est qu'on regarde les moyennes, et quand on regarde les moyennes, on se dit finalement, parce que j'ai vu dans votre étude que la moyenne était entre 30 et 40, donc je me suis dit, je suis au-dessus de la moyenne. Donc je dirais mon parcours, j'ai commencé assez classiquement dans le retail, la distribution spécialisée. Donc c'est que j'étais étudiant en école d'architecture et qu'un magasin IKEA a ouvert à proximité de mon domicile. Et comme j'étais étudiant, je me suis dit il faut que je finance mes études. Et donc je suis rentré chez IKEA. Et puis par la force des choses, donc j'ai fait le parcours complet. Donc chef de rayon, chef de département, directeur adjoint, directeur de magasin, puis directeur de la relation client, donc il y a 4 ans. Comment je suis rentré dans l'univers de la relation client? Donc très classiquement, en tant que directeur de magasin, vous avez l'impression que le service client vous coûte cher. Donc j'y suis rentré un petit peu, c'est intéressant votre parcours financier, parce que j'y suis rentré par l'aspect coût, comment réduire le coût du service client. Puis je me suis rendu compte que c'était des problèmes, et surtout que derrière les problèmes, il y avait des problèmes de clients et donc des problèmes de personnes. Et donc on rentre dans l'humain, et comme je dis toujours, dans relation client, il y a relation. Donc la relation, c'est la relation entre des hommes. Et ce qui est intéressant, j'ai compris très récemment pourquoi j'avais toujours une passion pour le client, puisqu'en école d'architecture, une bonne partie des études, du cursus est orientée sur la sociologie, donc la science, une science humaine. Et en fait, dans la relation, on s'occupe des personnes, de l'humain. Et je pense qu'on le verra dans le futur. L'avenir de la relation client, c'est vraiment s'occuper des gens et des personnes qui auraient un cursus en sciences humaines. Je pense en gros un grand avenir dans la relation client. On verra ce que ça va devenir relation client, puisqu'avant tout, on est effectivement en relation. C'est intéressant parce que tous les deux, vous venez de cursus finalement très extérieurs à la relation client. D'ailleurs, c'est une fonction récente, il n'y a pas encore d'école de relation client. Les business schools peut-être commencent à s'y intéresser, mais c'est embryonnaire, c'est le début. Si c'était à refaire, est-ce que vous pensez qu'il serait intéressant d'avoir un cursus plus académique, et surtout, vous, lorsque vous recrutez, comment vous formez, comment vous donnez une fibre relation client à vos propres équipes? En fait, je pense qu'on apprend beaucoup de choses au contact, soit des conseillers sur le terrain, soit en écoutant les clients en fait, et en se mettant à leur place. Donc pour ça, il n'y a pas franchement de cursus à devoir suivre. Après, des gens d'univers très différents et avec des expériences justement très diverses et qui ont un esprit plus ouvert peut-être, sont plus à même d'avoir justement cette ouverture et d'être à l'écoute du client. Mais une fois qu'on a ça, je pense qu'on a un peu gagné en fait. Ce que je dirais, c'est déjà, parce qu'on parle de fonction relation client, donc avant d'être une fonction, je pense que c'est surtout une mission. Je pense qu'il n'y a pas d'école de la relation client aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y en aura pas dans le futur, puisqu'on va le voir, je pense que ce métier va aussi évoluer dans ses missions. Donc je pense que moi, je serais plutôt à la recherche de gens qui ont cette passion pour le client, cette passion pour la relation, l'intérêt de l'autre, du bon sens. Donc le bon sens, il s'acquiert aussi par les expériences qu'on peut acquérir. Donc voilà, je pense qu'il faut des gens qui aient une réelle passion, un réel intérêt et de réelles expériences. Et de l'empathie. Donc vraiment, on parle beaucoup de quotient émotionnel. Donc je pense, voilà, on recherche plutôt des personnes qui ont vraiment ce profil. Vous avez développé des cursus de formation interne, j'imagine, l'un et l'autre. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, qui sont alors très axés dans un premier temps sur nos outils, bien sûr,
Mais là, ce qu'on remarque, c'est qu'on laisse un peu tomber les outils. Alors même si chez Canal, c'est un peu particulier, puisque là, ces temps-ci, on est en train de changer d'outils. Mais de plus en plus, on essaie justement de sortir un peu des outils. Et puis, vous parliez d'empathie tout à l'heure, mais voilà, on a des cursus où on apprend un peu justement à avoir un positionnement par rapport au client, avoir une écoute, avoir un questionnement du client qui permet de récolter un maximum d'informations pour arriver à un traitement le plus personnalisé possible et le plus en adéquation avec la problématique remontée par le client, en fait. Alors, on va passer... Oui, juste, je Flavien, un mot, rejoindrais la Claire. même chose. Je pense que plutôt que aujourd'hui, c'est pas tellement les outils qui font la différence, même si c'est indispensable. C'est plutôt effectivement vraiment tourner vers le questionnement, plus une attitude de coach, voilà, s'intéresser à l'autre. Donc ça s'apprend vraiment au fil de l'expérience. Alors, on va passer à la place des directeurs de la relation client dans l'entreprise, Stéphanie. Alors, la place des directeurs de la relation client dans l'entreprise, elle est extrêmement diverse. On a une quarantaine de directeurs de la relation client seulement qui sont membres du comité de direction. 40%. Je me permets de 40%. Un chiffre, pardon Claire 40%, oui, c'est ce que j'ai dit. Tu as dit quarantaine. 40%, oui, qui sont membres du comité de direction, c'est finalement très peu. Vous êtes vous-même l'un et l'autre membre du comité de direction de l'entreprise? Moi, oui, côté distribution. Et Pierre, chez Ikea? Alors moi, je suis membre du management team, comme on l'appelle chez nous. Pour être honnête, je ne l'étais pas lorsque j'ai pris mes fonctions. Après, ce que je peux en penser, c'est est-ce que ce n'est pas du domaine du symbolique? Parce que quelquefois, on attribue beaucoup de pouvoir à ce dit comité de direction. Est-ce que c'est là le lieu où se prennent les décisions? Enfin, prennent, oui, mais où se préparent les décisions? Je pense qu'il y a beaucoup plus de forums. Donc moi, je suis beaucoup plus partisan de faire rayonner la relation client dans tous les différents forums où se préparent les décisions, plutôt que d'aller absolument dans celui où se prennent les décisions. Ça parle néanmoins, d'ailleurs je veux bien que vous nous parliez de l'organigramme et de votre rattachement hiérarchique, ça parle néanmoins probablement, même si Pierre, il y a un côté symbolique, de la place qu'accorde la relation client et donc le client dans l'entreprise. Vous êtes tous les deux rattachés à la direction générale ? Ça, c'est quelque chose d'important, de symboliquement fort. C'est quelque chose qui montre aussi que c'est une priorité absolue de vos entreprises respectives. Et c'est probablement quelque chose qui est le sens de l'histoire, mais qui est le début finalement dans la globalité des entreprises françaises. Moi, je pense que c'est vraiment important d'être attaché à la direction générale, ou en tout cas un des membres de la direction générale, parce que ça facilite la décision dans des projets ou des projets transverses, très souvent. Donc effectivement, c'est un support important. Donc ça me paraît être beaucoup plus indispensable, fondamental, que de vouloir à tout prix participer au comité de direction, même si c'est aussi un élément important. Mais effectivement, c'est fondamental pour moi d'avoir cette capacité d'influer sur les personnes ou la personne qui, en dernier recours, prendra la décision. Voilà, c'est important effectivement d'être à côté de la direction générale et de la sentir aussi à nos côtés quand on veut mettre en place du coup différentes actions. Et le comité de direction, en tout cas nous chez Canal, est un lieu d'interaction en fait entre directions. Qui permet non seulement de remonter une voix du client, mais j'allais dire ça commence entre guillemets à être un peu vieux, on a l'habitude de le faire, mais aussi de remonter une voix de nos conseillers quand on veut tester une offre, quand on teste une nouvelle version de décodeur ou des choses comme ça. Et là, on sait qu'on a le directeur technique, le directeur marketing, tout le monde est autour de la table et en fonction de ce qu'on peut remonter, on a soit des prises de décision, soit des débats qui peuvent être plus riches et qu'on peut alimenter en fait. Des vies ma vie, des choses où un membre de la direction générale passe du temps physiquement au sein du centre de relations clients, répond à des clients, c'est des choses que vous expérimentez ? Nous, on le fait très régulièrement. Le directeur des sports vient souvent sur nos centres dès qu'il y a un problème avec Bein ou autre et prend des appels en direct pour être au contact de nos abonnés. Le directeur marketing n'y était il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, en fait. On le fait souvent, tout comme nous-mêmes, on va sur les magasins Canal qu'on est en train de tester dans les différents centres commerciaux. C'est vraiment, c'est pas que la direction des services clients, c'est vraiment l'ensemble des directions qui jouent ce jeu du vie ma vie assez régulièrement.
chez Ikea aussi, on sait que c'est quelque chose d'important. Oui, et je le rattacherai à la question précédente. Je pense que ce qui est important dans être rattaché à la direction, enfin un des membres de la direction générale, c'est qu'on peut aussi partager sa vision. Donc par exemple, une petite anecdote, hier après-midi, il y a notre DG qui est venu visiter le salon. Donc c'était la première fois. Il en est reparti complètement enchanté avec plein d'idées. Donc voilà, cette proximité permet le partage. Après, une chose anecdotique mais symbolique que je fais, parce que très souvent les lettres clients ou les réclamations clients qui arrivent à un des membres de la DG, très généralement elles arrivent sur le bureau en dessous sans même avoir été ouvertes ou lues. Donc moi, ce que j'arrive à faire maintenant, c'est que je ne traite plus aucune lettre client s'il n'y a pas la petite signature en bas, comme quoi elle a été lue. Effectivement, après, c'est notre rôle d'y répondre, mais elle doit avoir lu, partagée. Maintenant, après, c'est aussi important que les membres de la DG puissent faire du travail de terrain. C'est aussi important de le faire soi-même. Donc moi, ce que j'adore, j'apprécie, il ne faut pas en avoir trop, c'est quand un client s'adresse à moi directement par les différents réseaux sociaux. Voilà, j'aime bien garder cette prise directe avec les clients, parce qu'on est vraiment en prise avec les problèmes, la réalité du quotidien, qui est quelquefois très différente de la réalité vue du siège. On reviendra sur le poids des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que suivent les entreprises françaises, les comités de direction ? Bien sûr, d'abord, la qualité de service à 35%, mesurée à travers le Net Promoter Score, donc le score de recommandation et des enquêtes de satisfaction client. Et puis, en ce qui concerne le département marketing, le département commercial, ce sont bien sûr, et ça c'est tout à fait naturel, enfin vous nous direz ce que vous en pensez, c'est les premiers interlocuteurs de la direction de la relation client. Donc on sent bien la diffusion d'une culture client dans l'entreprise. Oui, alors moi j'ajouterais la direction technique, puisque nous on a quand même un décodeur par lequel du coup passent nos programmes, et qui fait qu'on travaille énormément avec la direction technique pour faire des tests, pour remonter des problèmes abonnés. Donc en plus du commerce et du marketing, c'est vraiment une direction qui est très importante. Et au niveau des indicateurs suivis donc par le CODIR, on suit aussi nous un taux de contact réclamant en fait, pour essayer de voir justement comment ce taux évolue, et c'est un des indicateurs qu'on a un peu sous loupe assez régulièrement. Pierre, il y a d'autres indicateurs auxquels vous êtes extrêmement sensible ? On est assez classique, donc au niveau des magasins, donc on a une idée de mesure de la satisfaction client en sortie caisse que l'on observe. On a bien évidemment les critères habituels du centre de relations clients. Après, un autre indicateur que j'aime assez, les indicateurs un peu intuitifs. Donc moi, je regarde le nombre de réclamations clients que je peux recevoir par semaine directement. Donc c'est un bon indicateur. Quand je reçois 1 à 2 par semaine, c'est assez mauvais. Quand je reçois 1 par mois, c'est plutôt bon. Et après, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est lire les verbatims et l'analyse, parce qu'on a vraiment le qualitatif. Donc le quantitatif, c'est bien pour voir l'évolution de sa performance. Par contre, le quali, c'est quand même hyper important pour comprendre les problèmes et les enjeux derrière. Donc moi, j'aime beaucoup les qualis et prendre 10 lettres, 10 posts Facebook, 10 Twitter pour voir un peu, sentir l'air du temps. Claire, on va faire un point sur les équipes qui travaillent avec les directeurs de la relation client. Alors, les directeurs de la relation client, pour 40%, ont en moyenne moins de 50 personnes dans leur équipe proche, sans compter les conseillers ou vendeurs, et 30% entre 100 et 500 personnes. Et concernant leur budget, 37% disposent d'un budget annuel hors masse salariale de 500 000 euros. Et 18% entre 500 000 et 1 million. Alors Bénédicte et Pierre, vous allez nous dire comment s'organisent justement vos équipes et combien de personnes vous avez sous votre responsabilité justement. Alors, sans compter, donc Canal, on a 2 centres internes, mais sans compter ces 2 centres internes-là, moi j'ai une centaine de personnes en fait qui travaillent soit sur le pilotage de nos centres externes, soit sur le pilotage de nos indicateurs de qualité ou de prod, sur aussi tout ce qui est stratégie de routage de nos demandes clients, puisque quand on a à la fois des centres internes, des centres externes, il y a une stratégie à mettre en place pour bien envoyer la demande d'un abonné sur certains types de conseillers. Et puis il y a aussi toutes les équipes, bien sûr, qui travaillent à nos process, qui font le lien avec nos outils, qui travaillent aussi à l'innovation. On a une petite équipe de 3 personnes qui est plutôt en prospectif, en innovation, sur qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on devrait faire.
Et j'ai dû faire à peu près le tour du coup. Alors une équipe bien sûr qualité, formation, voilà, j'ai dû faire le tour à peu près des équipes support. Et en pourcentage des budgets ou pourcentage du chiffre d'affaires, hors masse salariale, ce qui est dédié à la relation client, ça représente quoi chez Canal ? Je ne saurais pas vous donner là exactement un pourcentage. Après, tout ce qui... Enfin, on en parlait un peu tout à l'heure, la grosse différence, c'est d'arriver à basculer d'un centre de coût à quelque chose qui apporte de la valeur. En fait, tout l'enjeu pour un directeur des services clients, c'est ça. C'est de ne plus apparaître aux yeux de sa direction comme un centre de coût, mais comme un centre qui crée de la valeur, parce qu'il est capable de retenir un abonné Canal qui a envie de partir. Il est capable de faire vivre une expérience différente à un abonné qui aurait oublié de connecter son décodeur. Vraiment, toute la valeur qu'on peut apporter est primordiale. Et après, quand vous créez de la valeur, vous pouvez trouver et négocier n'importe quel budget auprès de votre direction, en fait. Alors Pierre, justement, un petit mot sur ces points-là ? Alors pour répondre aux mêmes questions, donc, nous avons un centre de relations internes où nous avons environ 250 personnes qui travaillent. Nous travaillons avec un centre de relations externes où nous avons à peu près 25 positions. Et après, il y a l'équipe du siège social qui ont différentes missions. Nous sommes à peu près une quinzaine de personnes avec un petit peu les mêmes... donc on n'a pas d'innovation, enfin de service innovation avec un titre. Par contre, effectivement, on a quelques petits projets d'innovation aussi. Donc la différence par rapport, peut-être une différence par rapport à Canal+. Donc on a un site, au-delà de notre activité, donc on a un site marchand et on a surtout nos magasins qui sont connus et on ouvre un nouveau canal qui est le click et emporter. Donc pour les magasins, effectivement, on a des missions telles que le paiement, le support client aussi en magasin. Donc voilà, ça nécessite des fonctions support différentes. En termes de budget, si je peux rajouter par rapport à ça, effectivement, je pense que c'est important. Bon, si je suis un peu provoquant, je dirais le budget de la relation client, c'est à peu près 3 spots de télévision à des heures de grande écoute. Voilà, c'est pour nos amis du marketing. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se battre là-dessus, puisque de plus en plus, je pense qu'on a un tournant sur le métier. On va plutôt s'orienter vers l'expérience client, donc une fonction, mais je dirais une mission plutôt transverse, qui sera plutôt de porter la bonne parole, d'évangéliser, si on peut utiliser ce terme. Donc c'est plus une question de pouvoir de conviction que de nombre de personnes ou de budget. Très bien. Stéphanie, à toi sur les perspectives professionnelles. Exactement. On a parlé tout à l'heure du passé, mais on s'est également intéressé au futur. Quelles sont les perspectives professionnelles des directeurs de la relation client ? On a été très étonnés de constater que plus d'un tiers ne se sont pas posé la question. Qu'est-ce que vous ferez après ? On ne sait pas. Il y a quand même un certain nombre de directeurs de la relation client qui nous ont parlé de fonctions extrêmement business, directeurs généraux, managers de business unit, beaucoup qui s'intéressent au digital de plus en plus, bien sûr, parce qu'on le verra, le canal digital prend une ampleur considérable. Le conseil, l'environnement, parfois même créer leur entreprise, manager une filiale de groupe. Donc on retrouve cette logique de business unit. Et puis peut-être pour certains, passer dans des fonctions purement opérationnelles. Alors vous-même, pour vous, la suite de votre carrière, c'est quoi ? Moi, je suis en poste que depuis 1 an, donc je vais essayer d'y rester un peu. Après, voilà, je pense que quand on a goûté à ça, à l'expérience client, on a beaucoup de pouvoir parce qu'on a compris beaucoup de choses. Donc ça, c'est important dans une entreprise. Et puis, je pense qu'une fois qu'on a aimé ça, ça doit être difficile de s'en éloigner, en fait. Après je sais pas. Non, je dirais la même chose. Bon, pour moi, c'est une mission. Donc déjà, si vous mettez dans la tête de qu'est-ce que vous allez faire après, parce qu'une mission, c'est un rôle de trublion. Moi, j'aime beaucoup le mot, je dis toujours, je suis l'avocat des clients. Donc déjà, un avocat, très souvent, on espère, ça gagne. On a un avocat quand on est attaqué quand même. Donc oui, pour se défendre, pour défendre ses droits. Mais je pense que dans les entreprises, on parle beaucoup des clients. On en parle beaucoup. Est-ce que réellement on pense client ? Je dirais, je ne suis pas vraiment complètement certain. Donc, le rôle, c'est de défendre le point de vue du client dans l'entreprise. Donc, quelque part, il faut être en dehors de certaines contingences de qu'est-ce que je vais faire après, quelle est ma prochaine étape. Voilà, donc je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question parce que je rejoins le point de Bénédicte. Quand on est tombé dedans, quand on est passionné par les gens, voilà, on restera toujours attaché à cette mission.
je dirais, le pendant du digital, c'est que l'avenir est à l'humain. Donc les métiers de la relation client ou de la relation avec le client, avec l'autre, ont un très bel avenir, quel que soit le nom. Donc de toute façon, il y a plein d'opportunités. Voilà, il y a plein d'opportunités. Je pense que par contre, le rôle, c'est de développer ces équipes pour que ces équipes soient prêtes à vous remplacer, puisque nul n'est indispensable. Maintenant, qu'est-ce que vous ferez après ? Bon, vos patrons peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Néanmoins, est-ce qu'il y a pour vous des boîtes qui sont totalement emblématiques en France ou à l'international d'un processus client, d'une culture client parfaitement aboutie? Et est-ce qu'il y a des boîtes qui vous font rêver en matière de gestion de la relation client? En tant qu'utilisatrice, Amazon me bluffe pas mal, oui, parce qu'effectivement, quelle que soit la situation, l'heure, vous avez toujours la solution à portée de clic, en fait. Donc voilà. Après, je pense que tout dépend du contexte de l'entreprise, des outils que vous avez, de ce que vous vendez. Voilà, donc... Pierre, il y a des oui, boîtes assez classiquement, j'aurais cité Amazon, Nespresso, Vente Privée, Apple... Zappos, voilà. Souvent, très généralement, des entreprises qui ont commencé dans le e-commerce. La distance, c'est finalement une contrainte qui rend encore plus performant. La distance, dans quel sens ? La distance dans la relation client, vous soulignez en effet que ce sont des boîtes qui ont commencé dans l'e-commerce, donc qui n'ont pas un contact physique, retail, avec leurs clients et qui ont transformé cette difficulté peut-être en opportunité. Oui, je pense effectivement, quand vous n'êtes pas sûr que lorsque vous aurez un problème, vous aurez un point physique avec quelqu'un auquel vous pouvez vous adresser, je pense effectivement qu'il faut vraiment réassurer le client par une excellence dans les canaux à distance, effectivement. Claire ? Alors nous allons faire un point par rapport à la feuille de route des directeurs de la relation client. Quand on les interroge sur leur mission et leurs objectifs, ils ont cité principalement assister, vendre et fidéliser, ce sont les termes qui ont été les plus souvent cités. Et puis parmi leurs préoccupations, satisfaire les clients en maîtrisant les coûts, apporter des réponses précises et adaptées via le canal choisi par le client et enfin répondre au premier appel. Bénédicte, quand on a préparé cette présentation, vous m'aviez dit que vous avez en tête surtout une préoccupation, mais qui du coup débouchait sur un cercle vertueux qui était répondre au premier appel. C'est un indicateur qu'on suit effectivement depuis longtemps, qu'on fait progresser et pas toujours au rythme où on souhaiterait. Et à partir de l'analyse effectivement de ce taux de bonne réponse au premier appel, on arrive à mettre des parcours de formation, on arrive à essayer de mesurer des progressions. Donc c'est en ce sens que j'ai dû vous parler de cercles vertueux effectivement qu'on arrive à mettre en place. Puisqu'avant d'arriver à une expérience client effectivement idéale, il faut avant tout être capable de donner la bonne réponse dès le premier appel en fait. Et Pierre, quelle est votre approche par rapport ça va rejoindre la même réponse, je dirais. Moi, c'est assurer l'excellence pour tous les clients, tout le temps, de la même manière. Alors, on va faire un point sur les flux d'interaction par canal. Alors, au niveau du téléphone, qui reste quand même un des canaux principaux dans l'univers de la relation client, la moitié des entreprises reçoivent entre 100 000 et 1 million d'appels par mois. Là, on parle d'appels entrants. En ce qui concerne les mails, 50% traitent entre 100 000 et 500 000 mails par mois. Pour le SMS, 30% utilisent ce canal et 7% en échangent plus d'1 million par an. En ce qui concerne le chat, 30% y ont recours et 10% souhaitent ouvrir ce nouveau canal. Et enfin, le courrier, 56% n'en reçoivent plus. Donc, justement, un point avec vous sur ces différents canaux et comment ils se répartissent au sein de chacune de vos entreprises. Alors, sur le téléphone, on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là. Ça reste le canal quand même de contact privilégié. Sur le courrier, on aimerait bien ne plus en recevoir. Malheureusement, pour résilier, nos abonnés doivent nous envoyer un courrier. Mais on a réussi malgré tout, avec toute une politique menée sur les 4 dernières années, à n'avoir, entre guillemets, plus que ces courriers-là quasiment, en fait. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait. Sur le mail, comme on a décidé de consacrer, en fait, le canal mail à la réclamation, en fait, de nos abonnés, on en reçoit quand même beaucoup moins que les chiffres que vous citiez. En revanche, on a beaucoup plus développé le canal chat,
à partir de notre espace client comme étant le point de contact pour toutes les questions. Plutôt que le mail, on a mis en avant le chat en fait. Et donc, juste le magasin, parce que vous avez aussi un réseau de revendeurs, vous n'en parlez pas, c'est un canal d'interaction client aussi? Alors, sur les magasins, donc on est un peu en train de reprendre justement un réseau en propre qu'on n'avait plus beaucoup. Donc là, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser pour un peu expliciter l'expérience client qu'on peut avoir autour de nos produits. On ne va pas forcément traiter de relations clients au sein de ces boutiques-là, mais on va pouvoir avoir un point de contact privilégié pour prendre un rendez-vous et puis traiter des dossiers ensuite des clients. On le voit plus comme la possibilité d'adresser des prospects et de leur faire découvrir une offre ou un produit maintenant qui se complexifie un peu avec un usage beaucoup plus étendu que le simple fait de regarder la télé le soir dans son salon. On va plutôt utiliser ce réseau-là comme dans cet esprit-là. Mais vous avez néanmoins des revendeurs, donc vous les accompagnez, vous les visitez, vous les formez à votre culture? Alors c'est plutôt la direction commerciale qui gère cette relation-là, avec effectivement un lien spécifique, presque une ligne VIP vers nos services clients quand un besoin du coup de ce type apparaît. Merci. Alors nous c'est classiquement, on a 80% aussi par le canal téléphone, à peu près 10% par le canal mail, 6% par le chat et 4% par les réseaux sociaux, principalement Facebook, Twitter. Néanmoins, on observe que sur les 2 dernières années, sur le canal téléphone, on est passé de 90 à 80%. Donc nous, ce qu'on pense, au-delà d'être un objectif, c'est que d'ici 3 ans, ce sera 50% uniquement par téléphone. Parce que si on regarde l'évolution des contacts via Twitter notamment, on voit vraiment une progression exponentielle. Donc on croit vraiment à cette relation via le digital. Alors justement, on va parler des canaux digitaux. Aujourd'hui, 20% des directeurs de la relation client sont responsables des médias sociaux. Alors, dans vos entreprises respectives, comment ça se passe? Qui gère les médias sociaux aujourd'hui? Alors nous, on a une partie médias sociaux qui est gérée, bien sûr, côté éditorial, sur toute la partie plus programme. Et on a une partie qui est au sein de la direction des services clients, plus pour répondre à des problématiques que les abonnés rencontreraient parce qu'il manque tel épisode de telle série sur Orange ou sur le à la demande, en fait. On est plus, du coup, voilà, dans une relation réseaux sociaux liée aux problématiques qu'un abonné peut rencontrer. L'aspect le plus large est géré côté éditorial, en fait. Bien sûr. Donc la même chose, le marketing gère la ligne éditoriale et au centre de relations clients, on gère les problématiques clients qui nous arrivent via les différents médias sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir justement une évolution dans la prise en charge par les équipes relations clients des différents médias sociaux, que ce soit les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook ou des plateformes d'échange? Moi je crois beaucoup. Déjà, donc, on a une clientèle relativement jeune, puisque le cœur de notre clientèle a entre 20 et 35 ans. Néanmoins, il faut penser à la prochaine génération de clients. Donc moi, je m'intéresse vraiment à la génération née après 2007, donc après la génération qui n'aura connu que les smartphones. Donc si on regarde quel réseau utilisent aujourd'hui les adolescents, c'est beaucoup Snapchat, WhatsApp. Donc effectivement, et cette génération va arriver d'ici 2020 dans les réseaux de consommation. Donc l'usage du digital sera encore amplifié. Donc c'est ce qui, je pense, va faire que nous passerons de 80 à 50%. Donc il ne faudra pas répondre que à Twitter, que à Facebook, mais par le réseau social que nous ne connaissons sûrement pas encore à ce jour. Alors nous, on a des abonnés un peu plus âgés, mais on essaie de mettre en place des offres qui devraient s'adresser pour la prochaine rentrée à une cœur beaucoup plus jeune, et pour laquelle, effectivement, on réfléchit à une relation client qui s'adresserait plus via le communautaire, via des applications mobiles aussi, qui leur permettraient de chatter comme ils envoient des SMS à leurs potes, en fait. Et on a vraiment ce projet-là pour la rentrée, en fait. On va faire un point sur l'externalisation. Exactement. Donc, internalisez-vous ou externalisez-vous? C'était la question. 44% conservent toute leur activité en interne. Ça aussi, c'est un résultat qui nous a surpris. On s'est rendu compte que finalement, la outsourcing n'était pas si important que ça.
19% à contrario ont totalement externalisé, 33% ont choisi de mixer les deux. L'externalisation se fait majoritairement pour l'assistance client multicanal de niveau 1, donc les questions simples. Et donc ça c'est parfaitement compréhensible. L'entreprise externalise ce qui a peu de valeur ajoutée et ensuite rapatrie dès qu'il y a un niveau de complexité ou de valeur ajoutée beaucoup plus important. J'imagine que vous êtes dans ce genre de schéma l'un et l'autre. Nous on est complètement là-dedans. Alors on a déjà essayé de travailler sur une typologie de demande tellement simple qu'elle peut être faite en self-care sur notre espace client sans même avoir un contact à établir. Ensuite, on a effectivement différentes strates selon la complexité et selon la valeur du contact. On externalise à peu près 80% de nos flux et les 20% qui sont internalisés concernent des abonnés qui souhaitent résilier ou des abonnés qui ont une problématique technique de niveau 3 en fait. Et vous, Pierre ? Donc nous, on est dans les 20-80, mais inversé. Donc on a 80% des flux en interne et 20% en externe. Et pas pour des raisons de coût, puisqu'on gagne pas, on gagne, c'est le même coût, mais pour des raisons de flexibilité, mais aussi de benchmark des méthodes de travail, puisque je considère l'avantage d'une relation internalisée, l'esprit de marque, la culture d'entreprise est généralement beaucoup plus développée. Par contre, les méthodologies de travail sont souvent un peu moins performantes que les purs outsourceurs. Donc voilà, donc c'est un très bon mix et on s'est fixé cette barrière 80% internalisé, 20% externalisé et uniquement sur le contact téléphone de niveau 1 également pour le moment. On va faire un point sur les indicateurs de performance et de qualité qui sont les plus observés par les directeurs de la relation client. En termes de performance, les indicateurs les plus observés sont le taux de décroché, et le taux de décroché en moins de 20 secondes, le first call resolution et le taux de réponse par email en moins de 24 heures. Et concernant la satisfaction, 90% observent la satisfaction client, l'indicateur de satisfaction client, et le NPS. Et ils réalisent évidemment en parallèle des enquêtes de satisfaction pour faire évoluer les process et leurs services. Alors, Bénédicte et Pierre, qu'est-ce que vous regardez justement en priorité dans les indicateurs ? Plutôt la satisfaction client en fait. On a des enquêtes qui partent en automatique par mail après tout contact entrant. Et à J+1, on a la note de satisfaction qui tombe aussi par mail tous les jours. Donc tous les jours à 14h, moi j'ai mes notes par centre en fait, et c'est ce que je regarde tous les jours. Et alors, est-ce que c'est un indicateur que vous observez sur l'ensemble des canaux ? Comment justement vous avez mis le système en place ? Alors on l'a sur l'ensemble des canaux. Là, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de se fixer des objectifs multicanaux pour être certain qu'aucun des canaux en question soit moins disant, j'allais dire, en termes de satisfaction client qu'un autre. C'est vrai que l'appel entrant tire tout le monde vers le haut puisque c'est plus historique, avec beaucoup plus de recul et de savoir-faire, j'allais dire, sur ce canal-là, ce qui est moins le cas du chat. Et donc tout notre l'enjeu qu'on s'est fixé cette année, c'est de mettre en place un indicateur de satisfaction client multicanal et d'avoir un taux de satisfaction par chat qui soit équivalent à celui de l'appel entrant. Pierre ? Donc on a un petit peu le même enjeu puisque des indicateurs de satisfaction client, effectivement, on en a de très nombreux, même probablement trop. Donc l'enjeu est plutôt effectivement d'avoir une vue 360, tout canaux, du client, pour avoir une vision effectivement plus globale et moins, parce qu'aujourd'hui on a vraiment beaucoup d'indicateurs et trop d'informations nuit souvent à l'information. Alors vous me disiez l'autre jour que vous aimeriez un indicateur qui fasse transparaître ce que pensent les clients. Alors, je me souviens plus avoir dit ça, mais ce que je voulais... Non, ce que je voulais souvent dire, c'est qu'en fait, on commence à travailler sur le Customer Effort Score, l'effort client. Donc ça, j'y crois effectivement beaucoup. Donc voilà, donc on est en train de transformer nos indicateurs qui étaient sur la satisfaction en ayant cette vision de l'effort client que le client doit consentir pour accéder à IKEA. Et si je prends une anecdote, parce que c'est toujours ce que je dis, un client qui rentre dans un magasin IKEA, il a déjà dépensé 5 €. Si on fait le calcul de la distance moyenne avec un véhicule moyen et la consommation donc moyenne de ce véhicule, c'est déjà 5 €. Donc déjà, on doit avoir cette notion, c'est que le client a déjà consenti un effort de temps et un effort financier
avant même d'avoir dépensé le premier euro. Donc on devrait dire merci au client lorsqu'il rentre dans le magasin, et très souvent on lui dit merci à la sortie. Ce qui est déjà un peu, enfin, c'est bien, mais il faut lui dire déjà merci en entrant. Et puis, last but not least, on s'est également intéressé au projet des directeurs de la relation client à 2 ans. Une grande partie d'entre eux, 42%, nous ont dit qu'ils travaillaient sur des projets de système d'information et bien sûr d'optimisation des processus clients. Certains sont associés au choix de l'outil avec la DSI, mais 30% n'ont pas voix au chapitre sur le choix de l'outil, ce qui est peut-être surprenant là aussi, parce que ne pas être orienté utilisateur, c'est s'exposer finalement à un rejet ou à un manque d'adhésion des équipes qui vont manier l'outil. Alors, vous, est-ce que vous êtes comme ça très accaparé sur les projets SI, sur les projets processus parce que cette réponse nous a un peu surprise. Alors nous, on est en plein dedans puisqu'on change d'outil mi-mai. C'est pour ça que vous souriez. On est en plein dedans, voilà. En revanche, on a été très fort contributeur du choix de la mise en place de l'outil puisqu'on a des conseillers qu'on a appelés des ambassadeurs qui travaillent depuis 18 ou 24 mois avec les équipes projet au sein du bâtiment qui héberge l'équipe projet et qui ont vraiment été détachés des centres pour justement pouvoir donner leur avis sur telle optimisation de process, tel truc qu'on pourrait faire en 3 clics plutôt que de le faire en 12, etc. Donc vraiment, ils ont été au cœur du dispositif. Et donc, on a atterri mi-mai sur ce changement-là. Une fois ce projet passé, heureusement, on va sortir des outils. Et les projets qui vont vraiment nous accaparer à 2 ans, c'est vraiment des projets qui vont nous permettre d'être beaucoup plus proactifs vis-à-vis de nos abonnés à travers le décodeur, puisqu'on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas assez pour parler à nos abonnés, et justement pour être proactif vis-à-vis d'eux et ne pas attendre qu'ils nous appellent. Donc sur les 2 prochaines années, sur l'ensemble des décodeurs qui seront connectés, et de plus en plus le seront, on va essayer de déporter, j'allais dire, notre relation client sur ce vecteur-là, en fait. Chez IKEA, quels sont vos grands projets en matière de relations clients ? Donc on est plutôt en train de sortir des projets techniques ou d'outils, puisque lorsqu'on fait le compte, on en a eu, je pense, 17 en 3 ans. Je regarde mon équipe pour qu'elle me confirme si c'est vrai ou pas. Donc 17 en 3 ans, donc c'est beaucoup. Donc on est plutôt sur une fin de ce processus. Les grands projets qui nous occupaient, c'est plutôt un projet de transformation de l'état d'esprit, puisque classiquement on a un système cash and carry où les clients faisaient leur choix par eux-mêmes, sans être importunés par les collaborateurs. C'est ce qui a fait le succès de IKEA lorsque IKEA est arrivé en France par rapport aux marchands de meubles traditionnels. Néanmoins, maintenant, il faudrait adopter une attitude un peu plus proactive. Donc voilà, donc c'est cet état d'esprit qu'il va falloir accompagner dans les 2 prochaines années. Donc la proactivité pour vous deux, finalement. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je voulais juste préciser, je n'ai pas vu Gina qui nous a rejoint en cours de séance, je pense. Donc, cette étude, on l'a dit en début de conférence, a été réalisée par JCAM Conseil, dont Gina Gnessner est présente parmi nous, en partenariat avec Relations Clients. Et donc, on pourra tout à fait vous associer aux réponses qu'on pourra apporter à la salle. Très bien. Pas de questions. Un grand merci à tous pour votre attention et puis à très bientôt. Je ne la vois pas, Gina.